Bien, bonjour à tous. Donc merci pour l'introduction, merci pour l'invitation pour l'association, de la part de l'association Le Temps des Sciences. Et puis, comme le disait Coralie, donc c'est effectivement, moi je suis là à l'occasion de la remise du prix Christian Le Provost qui a lieu demain. Donc le matin au Conseil Général, l'après-midi au Cap à Plérin où il y aura 5 exposés scientifiques autour de l'océan et de l'état de l'océan, on va dire, dans le contexte du changement climatique. Donc plein de conférences intéressantes ouvertes à tous. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Moi je suis là aussi parce que je suis en fait un ancien doctorant de Christian Le Provost. Et donc c'est à ce titre que j'ai connu la famille Le Provost, qui est largement représentée ici, et qu'on est resté amis ou devenus amis. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de venir à l'occasion de la remise de ce prix. Ça n'avait pas pu avoir lieu en 2020, c'est un prix qui a lieu tous les 2 ans. Ça n'avait pas pu avoir lieu en 2020, évidemment, à cause du Covid. Mais voilà, c'est une occasion de tous se retrouver. Et puis moi, il ne faut pas me pousser très fort pour venir par ici, puisqu'en fait, je suis originaire de Saint-Malo, ma femme est originaire de Plérin, donc voilà. Alors effectivement, donc je vais vous parler des prévisions, en fait, des systèmes de prévision en océano, météo, climat. Donc moi je suis mathématicien appliqué, donc je suis pas un océanographe, je suis pas un météorologue, je suis pas un climatologue, mais ça va pas m'empêcher d'en parler à peu près, disons dans une optique un peu grand public. Et je vais essayer de vous expliquer en fait grosso modo comment ça fonctionne ces choses-là. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions au fur et à mesure, hein, c'est aussi tout à fait, c'est aussi bien qu'on fasse comme ça. Et puis j'ai aussi essayé d'insérer à 1 ou 2 endroits des petites choses en relation avec l'exposition qu'a montée Le Temps des Sciences là, au Cap à Plérin. Ils ont une exposition pendant 1 mois sur l'océan dans les jeux vidéo. Et en fait, il y a un certain nombre de techniques numériques, informatiques, mathématiques qui sont communes à la simulation numérique et aux jeux vidéo. Et donc j'ai essayé de faire le parallèle à 2 ou 3 endroits, vous verrez. Alors, donc ce dont on va parler, c'est des systèmes de prévision. Donc évidemment, on pense tout de suite aux prévisions de Météo France. En fait, il faut savoir qu'il y a exactement les mêmes types de systèmes de prévision dans plein de domaines différents. Là, j'en ai mis, il y a un système de prévision équivalent finalement à Météo France pour l'océan qui est Mercator Océan, qui est un système européen de prévision numérique de l'océan en temps réel, disons 2 à 3, entre 1 et 3 semaines à l'avance, qui est basé à Toulouse. Il y a un système pour la qualité de l'air qui s'appelle Prévert. Il y a un système de prévention, de monitoring des crues et des risques de crues qui s'appelle Vigicru. Tous ces sites-là, ces prévisions-là, ils sont accessibles sur Internet, hein, et c'est organisé au niveau français ou au niveau européen. Ils sont tous basés donc sur des systèmes de prévision numérique. Donc ça c'est du court terme. À plus long terme, évidemment, on utilise ces systèmes numériques pour faire de la prévision. Alors on dit plutôt projection du climat, de l'évolution du climat. On dit plutôt projection parce que c'est pas une prévision du tout déterministe, ça va dépendre des choix que l'on fait nous, des choix de politique vis-à-vis des gaz à effet de serre notamment. Et donc quand on parle de rapport du GIEC qui se base sur un certain nombre de simulations numériques, ces simulations sont faites évidemment donc avec des modèles d'océan, d'atmosphère, etc. J'en reparlerai tout à l'heure, qui sont mis entre eux et qui servent à faire donc des projections comme celle-ci. Je pense que ça vous connaissez tous. Et puis en fait, ces outils-là, ils servent aussi à faire autre chose que des prévisions, je dirais, dans le temps. Ils peuvent aussi servir comme outil d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que lorsqu'on a envie quand EDF va construire une centrale nucléaire, en général ils la mettent près d'un fleuve pour pouvoir avoir de l'eau pour refroidir, et puis ils vont se poser la question de savoir quel est l'impact sur l'hydrologie locale, la température de l'eau, étant donné les caractéristiques du fleuve à cet endroit-là, quel va être l'état de turbulence de l'eau quand elle va rentrer dans leur canalisation, etc., etc. Donc tout ça, c'est avec des simulations numériques
numérique quand on regarde ça. Ça sert pour faire de l'ingénierie littorale aussi. Je lisais tout à l'heure dans Ouest France d'aujourd'hui qu'on parle donc d'érosion côtière là, et qu'il y a un plan qui vient d'être lancé justement pour faire des prévisions fines de ce que pourrait être l'érosion côtière à 30 ans dans un certain nombre de zones détectées comme fragiles. Et donc évidemment ça va aussi se faire en partie grâce à des outils numériques. Alors, un petit exemple, c'est le barrage de Malpasset, un exemple toujours avec EDF. Barrage de Malpasset, c'est une catastrophe qui a eu lieu en 1959. Vous voyez, c'était un truc assez terrible. Le barrage a vraiment cassé une nuit en hiver et il y a une vague donc, de 40 mètres de haut qui a déferlé et au bout il y avait Fréjus. Et donc, vous voyez sur la carte, c'est le petit point rouge en haut, là c'est le barrage. Et donc ça a déferlé jusqu'en bas, jusqu'à la Méditerranée où c'est Fréjus. Et si on rejoue donc cette catastrophe avec... alors, est-ce que j'ai ma souris? Ah, je ne vois pas ma souris. Si elle est en haut à gauche. Ah oui, merci. Hop, voilà. Alors, je vais mettre mon ordinateur dans le bon sens parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc la couleur de l'eau, c'est la hauteur de la vague, donc ça démarre à 40 mètres de haut, et puis petit à petit, évidemment, elle s'évase et elle arrive dans la Méditerranée. Et là, juste près de la Méditerranée, évidemment, c'est Fréjus, donc ça pose problème. Entrée. Alors ce genre de simulation numérique, vous allez me dire a posteriori, ça ne sert à rien, on est tout à fait d'accord. Simplement, ce genre d'outil va servir après à EDF pour mettre au point des plans de prévention. C'est-à-dire qu'à chaque endroit où il y a un barrage EDF, ils font des simulations numériques, ils ont des simulations numériques disponibles pour savoir ce qui est susceptible de se passer en cas de catastrophe, en cas de brèche, et du coup, quelles seront les zones impactées, au bout de combien de temps. Du coup, on a combien de temps pour prévenir les gens une fois que ça a cassé, pour réussir à en évacuer un maximum, etc. Voilà. Alors, donc comment ça marche ces choses-là ? En fait, on a un précurseur, donc on va revenir à la prévision météo, on a un grand précurseur qui était Lewis Richardson, qui était un météorologue, il avait une double formation en fait, physicien et mathématicien au début du XXe siècle. Il a été recruté dans les années 1910, si je ne dis pas de bêtises, un météo, dans un centre météo donc en Écosse. La météo à l'époque, c'était essentiellement observer ce qui se passait, et puis en fonction des observations et de statistiques un peu naissantes sur ce qui avait pu se produire les années précédentes, essayer de prévoir un peu ce qui pouvait se passer le lendemain, quoi, en gros. Et puis Richardson, lui, il a eu l'intuition que finalement on devait pouvoir prévoir la météo de façon un peu plus systématique grâce à des équations, en fait. C'est-à-dire, alors il n'était pas le premier à penser à ça, Bjerknes, un physicien norvégien, juste avant lui, en tout début du XXe siècle, avait proposé des équations qui étaient censées donc décrire ce qui se passait dans l'atmosphère. Simplement, à l'époque, ok, on a les équations, mais on ne sait rien en faire, quoi. C'est beaucoup trop compliqué. Donc on était totalement incapable de les résoudre. Et le génie de Richardson, ça a été de simplifier un peu tout ça, d'accepter de faire des concessions et de prévoir du coup de façon approchée, d'accepter l'approximation pour essayer de prévoir la météo. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé donc un certain nombre d'années à reprendre un peu les équations de la météo de Bjerknes et d'autres, et puis essayer de trouver ce qui serait pertinent. Donc il a fabriqué comme ça un petit jeu d'équations. Il a essayé de collecter des données sur l'Europe tout entière. Il a réussi à en collecter parce qu'il y avait eu une journée d'observation commune en 1910 à tous les centres européens de météorologie naissants à l'époque. Et donc il s'était mis d'accord sur une journée d'observation commune. Et donc il avait récupéré toutes ces données-là. Et puis il s'était donné le challenge de reprendre toutes ces données et à partir de ces données de prévoir le temps qu'il devait faire quelques heures plus tard, 12 heures après ou 24 heures après, de faire ça donc par la technique qu'il imaginait et de comparer pour savoir si ça marchait, quoi.
Donc il a voulu faire ça. Bon, il y a eu un petit problème dans ces années-là. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Il a été appelé en 1916 comme brancardier, ambulancier, conducteur d'ambulance plutôt, sur le front dans l'est de la France. Mais il était parti avec les données sous le bras, son petit cahier, son crayon. Et il a travaillé autant qu'il a pu pendant la fin de la guerre. Et il a en fait imaginé des techniques donc, pour trouver une solution approchée des équations. Donc sa technique, ça consistait, vous voyez, ici à définir ce qu'on appelle une grille de calcul, c'est-à-dire à passer de la dimension infinie. J'ai une équation, donc en fait je suis capable potentiellement de prévoir la météo partout, c'est-à-dire le vent, la pression, l'humidité, etc. Chaque variable partout, n'importe où, à n'importe quel instant, non. Ok, je vais juste chercher une valeur de la pression et de la température et de l'humidité tous les 500 km, voilà, et toutes les 2 heures, par exemple. Et ce sera tout. Et donc, on passe d'une infinité d'inconnus à quelques dizaines ou quelques centaines d'inconnus. Et puis, les équations qui étaient très compliquées, on en reparlera tout à l'heure, il a trouvé un moyen assez astucieux, qui était un peu connu déjà de certains mathématiciens, mais quand même, pour les approcher. Donc, simplement, ça lui représentait quand même un sacré paquet de calculs à faire, qu'il a fait à la main, mais quand on y repense rétrospectivement, c'est hallucinant ce qu'il a fait comme calcul. Et il a obtenu des résultats, donc à partir de ces données d'une certaine journée en 1910, il a prévu le temps qu'il devait faire 12 heures après. Il a trouvé quelque chose de totalement irréaliste, enfin du style, il a déclenché un cataclysme en 12 heures, quoi. Mais c'est pas grave. Il était très flegmatique, et donc il en a déduit que il devait manquer un peu de données, ou les données n'étaient peut-être pas de très bonne qualité, et que c'est pour ça que ça n'avait pas marché, mais que c'était très, très prometteur. Et il a publié tout ça dans un bouquin en 1922, vous voyez, qui est Weather Prediction by Numerical Process, qui était totalement visionnaire. Et en fait, il avait tout à fait raison, c'est-à-dire que le procédé qu'il avait imaginé tient tout à fait la route, c'est celui qui est utilisé toujours. Effectivement, les données n'étaient pas de bonne qualité, enfin il lui en manquait, il n'avait que des données en basse atmosphère, il lui aurait fallu des données en haute atmosphère. Et puis bon, il y avait une technique numérique, il a fait une grosse erreur d'un point de vue numérique, on appelle un problème de stabilité, mais ça a été découvert par des mathématiciens seulement 10 ans après, donc on ne peut pas trop lui en vouloir quand même. Voilà. Et donc son bouquin est totalement visionnaire, et il y a notamment une page où il décrit, il était conscient du fait qu'il avait mis des semaines et des semaines de calcul à faire sa prévision pour prévoir le temps qu'il ferait dans 12 heures, donc c'est pas très opérationnel ça. Et donc il a une page totalement visionnaire où il disait ok, comment on pourrait faire pour avoir une vraie prévision en temps réel utile de la météo. Et il a décrit dans cette page ce qu'il appelle The Forecast Factory, donc l'usine à prévision. Il n'y avait pas de calculateur à l'époque, donc il avait imaginé un grand hangar dans lequel il y avait 64 000 calculateurs et calculatrices. Donc un calculateur ou une calculatrice, c'est un monsieur ou une dame avec un papier et un crayon, et qui vont collaborer entre eux pour prévoir le temps. Et il en fallait 64 000, il avait calculé qu'il en fallait à peu près 64 000 pour réussir à faire une prévision en temps réel utile. Donc voilà. Et en fait, il a inventé l'ordinateur parallèle. Parce que ce qu'il décrit, c'est exactement un ordinateur parallèle. Donc c'était vraiment un visionnaire, ce gars-là. Évidemment, comme ses résultats étaient totalement aberrants d'un point de vue physique, il y a eu un intérêt gentil, poli, mais c'est un peu tombé dans l'oubli quand même pendant quelques années. Et ça a repris beaucoup d'importance quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, où la prévision météo était vraiment un enjeu fort. On a remis beaucoup de forces scientifiques là-dedans. Entre-temps, donc, ces notions mathématiques qui manquaient, de stabilité numérique, etc., avaient été découvertes. Les premiers ordinateurs commençaient à arriver et ça a démarré à ce moment-là. Et cet apport de la météo, il a ensuite profité à toutes les autres sciences géophysiques, l'océanographie, l'hydrologie, le climat, évidemment, tout ça. Dans les années qui ont suivi, donc petit à petit, une fois que les modèles météo ont commencé à être au point, on a démarré des modèles océanaux, et Christian Le Provost était un des précurseurs des modèles océanographiques, puis modèles pour des tas de domaines, et maintenant vous avez des modèles numériques pour à peu près tout dans les sciences de la géophysique. Alors, comment ça marche? Donc, grossièrement, un modèle de climat, c'est censé représenter ça.
Ça, c'est une vision d'artiste du système climatique. Donc, on a plein de composants qui vont interagir entre eux, un océan, de l'atmosphère, bien sûr, qui vont interagir avec la cryosphère, c'est-à-dire la glace, les glaciers terrestres, les pôles, l'hydrologie, bien sûr, la végétation, enfin, etc. Donc, c'est extrêmement complexe. Chacun des compartiments déjà représente une certaine difficulté à être décrit, et en plus ils passent leur temps à échanger des choses, à échanger de l'eau, de l'énergie. Voilà. Donc l'idée c'est de représenter ça par des équations. Alors les équations, bon en fait là ici j'ai essentiellement un public de prépa si j'ai bien compris, donc ce slide là on peut l'oublier. Voilà, vous savez qu'il y a des lois physiques, et que vous êtes convaincu sur le fait que les lois physiques, ça marche bien. Donc, il y a des choses assez simples du style mouvement rectiligne uniforme, hein, on commence toujours avec ça en général. Après, on a la chute libre, voilà, on rajoute une accélération. Bon, bah, là aussi, on sait prévoir assez facilement. Et puis, finalement, on arrive assez vite après, quand on complexifie un peu, à des principes de conservation. Et bah, en fait, ces principes de conservation, ils contiennent une part énorme de la physique. Donc c'est le fameux rien ne se perd, rien ne se crée hein, de Lavoisier. La première loi de Newton, somme des forces égale masse par accélération, c'est un principe de conservation, c'est un principe de conservation de la quantité de mouvement. Donc voilà. Donc ici c'est pour de la thermique du bâtiment, mais en fait c'est valable pour donc, les fluides. Et toutes les bases pour la mécanique des fluides, donc comme l'eau, comme l'océan, comme l'atmosphère, ont été posées par des grands savants du XVIIIe, XIXe siècle. Donc Euler au départ, et puis Navier-Stokes, etc., etc. Les Français, Coriolis et Boussinesq, notamment pour les écoulements géophysiques. Quoi. Donc Coriolis est connu pour ses travaux liés à la rotation de la Terre. Boussinesq pour ses travaux sur les fluides qui présentent des densités variables, le fait d'être plus lourd au fond et plus léger en haut. Voilà. Et donc en fait, grâce à ces travaux du XVIIIe et XIXe siècle, on connaît parfaitement des équations décrivant le comportement d'un fluide au travers de principes de conservation de la quantité de mouvement, donc première loi de Newton, conservation de la masse, conservation de la chaleur, des choses comme ça. Après, il y a des choses un peu spécifiques, évidemment, lorsqu'on parle de météo, de océanographie, c'est-à-dire que l'atmosphère, il n'est pas tout seul, il va interagir, comme on l'a vu, avec la végétation, avec l'océan. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle des conditions limites. Ça va frotter un peu à certains endroits, et puis ça ne va pas frotter de la même façon si on est au-dessus de l'océan ou si on est au-dessus de la végétation. Ça ne va pas échanger de la chaleur de la même façon si on est au-dessus de l'océan ou au-dessus de la végétation, etc. Et puis, il y a de la physique très particulière par endroit. Le cauchemar notamment, encore une fois je ne suis pas un atmosphéricien, mais j'ai cru comprendre en discutant avec mes collègues qu'un des cauchemars des atmosphériciens sont quand même les nuages et ce qu'on appelle la microphysique des nuages, ce qui se passe de façon détaillée à l'intérieur des nuages, ce qui est quand même extrêmement compliqué et qui occupe encore pas mal de chercheurs partout dans le monde pour essayer de mieux comprendre et mieux représenter l'effet des nuages sur la dynamique globale. Voilà, donc ça permet donc, aux physiciens de sortir des équations qui sont censées traduire donc, la physique. En l'occurrence, ici, c'est l'océan, vous voyez. Donc, à droite, vous avez la carte postale, et puis à gauche, vous avez la carte postale pour les mathématiciens. Voilà. Et c'est la même chose. Hein. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour frimer. Parce que d'une part, c'est bien pratique parce que il faut remarquer les deux sont indépendantes de la langue que vous parlez. Donc ça, c'est très pratique. C'est une des grandes forces des maths, c'est que quand on s'est mis d'accord sur les notations, n'importe qui dans le monde peut comprendre ça. Et du coup, ça évite pas mal d'incompréhension, justement. Et je vous montre ça parce qu'à l'intérieur, vous voyez, vous avez un certain nombre de choses qui valent le coup d'être un petit peu soulignées. Notamment, vous avez plein de dérivés partiels. Ça va pour les prépas? Ouais, vous connaissez tous, très bien. Donc, c'est fonction de plusieurs variables. Donc, vous dérivez par rapport à chaque variable, quoi. Donc, c'est simplement, on est en train de traduire des tendances. Hein, la dérivée d'une vitesse, c'est-à-dire c'est la tendance d'une vitesse, c'est une accélération, c'est les variations. Quoi. Et on traduit ça par rapport au temps, par rapport à telle ou telle direction. Et en fait, ça, c'est absolument omniprésent dans les équations de la physique, en général.
Et puis il y a autre chose qui est intéressant dans ces équations-là, de la mécanique des fluides, c'est ce fameux terme-là qu'on appelle non linéaire, parce que bon, il a une sale tête, quoi, en gros. En gros, si on multiplie une fonction par sa dérivée. Ça revient à ça, le symbole gradient, c'est la dérivée. Et en fait, ce terme-là, c'est la turbulence. Vous savez que les fluides sont turbulents, il suffit de regarder la mer ou de se promener de se mettre sur un pont, de regarder ce qui se passe ou de regarder l'atmosphère et vous voyez sans arrêt des tourbillons, des trucs comme ça assez turbulents qui se passent. Ici, ce sont des observations, hein, c'est pas une simulation numérique, ça, ce sont des observations qui ont été retravaillées pour faire joli, mais ce sont des observations de l'océan. Et vous voyez que c'est plein de tourbillons partout. Et en fait, ça, c'est intrinsèque à la structure des fluides, et c'est dû à ce terme-là, c'est-à-dire que... faut que je sorte ma souris là. Voilà. C'est-à-dire que ce terme-là, si vous le simplifiez un petit peu, vous mettez juste avec des fonctions d'une seule variable, je disais, c'est une fonction fois sa dérivée. Bon, imaginez que vous mettez un sinus, sa dérivée c'est un cosinus, vous les multipliez entre eux, vous obtenez, parce que vous connaissez vos formules de trigo, 1/2 de sinus 2x. Et qu'est-ce que vous apercevez sous vos yeux émerveillés? C'est qu'à partir d'un sinus x, vous avez créé un sinus 2x. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui a une certaine longueur d'onde, vous avez fabriqué quelque chose, ou une certaine fréquence, vous avez fabriqué quelque chose qui a une fréquence double. Et donc qui va... et évidemment, si ça c'est présent dans la solution, vous aurez aussi du coup du 3x, du 4x, etc. Et vous avez tout ce qu'on appelle une cascade d'échelles. Donc vous avez des tourbillons de des signaux de toute taille qui vont interagir entre eux. Et ça va être un gros bazar, et c'est ce qu'on appelle la turbulence. Mais ça, c'est simplement le terme ff', qui est présent intrinsèquement dans les équations. Voilà. Alors je reviens à notre ami Richardson. Donc, ok, il a ses équations, il ne sait rien en faire. Bjerknes avant lui n'avait rien su en faire en tout cas. Et comment est-ce qu'on va faire pour en tirer quelque chose? Et là, il accepte l'approximation, je disais Richardson, ça a été ça un peu son génie. Et donc, comme je vous disais, il a accepté de diviser son domaine de calcul, de réduire ses ambitions, de diviser son domaine de calcul en quelques points de grille, on appelle ça un maillage. Donc ici, vous voyez sur cette vue d'artiste de la Terre, en fait, ou de l'atmosphère plutôt, on l'a divisé en parallélépipèdes. Chaque parallélépipède fait quelques dizaines de kilomètres de côté, quelques centaines de mètres de hauteur. Et puis on va réduire notre ambition à juste chercher la valeur du vent, de l'humidité, de la température, de la pression, une fois toutes les minutes, toutes les 2 minutes, pour chacun des points, pour un point au centre de chacun de ces parallélépipèdes, pour un seul point. Donc par exemple, pour donner des ordres de grandeur, vous voyez dans les modèles de Météo France actuellement, la maille fait 1,3 km, si je ne dis pas de bêtises, de côté, horizontalement, et on a donc quelques secondes de pas de temps. Donc on va calculer un état de l'atmosphère toutes les 5 secondes, disons, pour chacun des points situés tous les 1,3 km à peu près. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait quelques milliards d'inconnus, en fait, quand on met tout bout à bout. Mais on est quand même passé de la dimension infinie à quelques milliards d'inconnus. Et reste que nos équations sont très compliquées. Il y a des dérivées partielles partout. Et la seconde approximation, elle consiste à remplacer ces dérivées partielles, ces dérivées, donc ces tendances. Donc une tendance sur une courbe, c'est quoi? C'est la tangente, en fait. Donc, comme c'est dessiné sur la courbe noire qui est là, si je m'intéresse à la tendance au point qui m'intéresse, justement mon point de mon maillage, que j'appelle xi, sa tendance c'est la droite rouge qui est tout en haut, vous voyez la tangente en rouge là. Et en fait, au lieu puisqu'on ne sait pas la calculer exactement, parce qu'on ne connaît pas la courbe justement, eh ben, on va, à partir des valeurs qu'on va s'autoriser, qu'on va essayer de chercher au point voisin, on a les 2 points voisins, et donc on peut calculer la pente entre les points voisins, et ma foi, c'est pas si mal que ça, quoi, comme approximation de la vraie tangente. Voilà, vous connaissez la définition d'une dérivée, donc c'est en fait exactement la définition de la dérivée, sauf qu'on n'écrit pas le mot limite devant, quoi, c'est tout. On calcule juste un taux d'accroissement. Et donc on a comme ça cette approximation, ce qui veut dire que
toutes nos équations de tout à l'heure qui étaient abominables, on va remplacer toutes les dérivées par simplement des relations entre les valeurs dans tous les différents points de grille. Et en gros, de notre système d'équations très compliqué, continu, valable partout, on va sortir un système d'équations où il y a certes beaucoup d'inconnus, mais qui sont des équations très simples, qui sont juste des relations entre les valeurs inconnues. Donc c'est exactement ce qu'on fait en quatrième lorsqu'on apprend à résoudre 2x plus y égale 3 et x moins 4y égale 5. C'est un système de deux équations à deux inconnus, linéaires. Voilà, on sait faire. Et là, la seule différence, c'est qu'il y en a 1 milliard ou 2 milliards, mais on a un ordinateur qui fait ça à notre place et qui fait ça très bien. Et donc, à partir des 2 ou 3 milliards de variables qui vont nous décrire notre état de l'atmosphère maintenant, on va en déduire les 2 ou 3 milliards de valeurs qui vont décrire l'état de l'atmosphère dans 5 secondes, puis encore 5 secondes après, puis encore 5 secondes après, etc., en résolvant à chaque fois un petit système de 2 milliards d'équations à 2 milliards d'inconnus, mais qui est très simple. Et donc, l'ordinateur fait ça. Donc, voilà, donc ça marche très très bien. Et c'est ce qui est fait tous les jours, il suffit d'avoir ça à sa disposition. Donc tous ces modèles-là, en fait, d'océans, d'atmosphère, etc., dès qu'ils sont utilisés de façon un peu opérationnelle, en général, évidemment, par des institutions comme Météo France, voilà, et ben, ils vont évidemment chercher à avoir la plus grande précision possible, donc la plus grosse puissance de calcul, donc ils vont aller tourner sur des très très gros ordinateurs. Donc un ordinateur comme ça, c'est plusieurs dizaines de milliers de fois un PC de bureau, quoi. Alors, petit aparté pour en venir aux jeux vidéo. En fait, ces techniques-là, il y en a une bonne partie qui sont tout aussi valables pour que vous simulez n'importe quoi. Là, je suis en train de parler de météo. Si je parlais de thermique du bâtiment, de construire un pont ou d'animer un personnage dans un jeu vidéo, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que finalement, notre domaine de calcul, qui était l'océan ou l'atmosphère, là en l'occurrence c'est un personnage, et on va finalement le représenter par un squelette en fil de fer, donc un maillage, toujours pareil, et on va juste chercher l'évolution des valeurs qui vont définir ce qui m'intéresse. Donc pour l'atmosphère, c'était l'humidité, la pression, le vent. Pour le personnage, ce sera typiquement son mouvement. Et on va chercher juste les valeurs au nœud du maillage, pour les points d'intersection de ce grillage, en fait. Voilà, donc en fait, un personnage de jeu vidéo, c'est juste ça. Alors celui-là, vous le connaissez peut-être d'ailleurs, juste pour le plaisir. Vous ne savez pas qui c'est? Allez, voilà, c'était Lara Croft. Donc voilà le vrai visage de Lara Croft avant qu'elle passe au maquillage. Après, dans les jeux vidéo, évidemment, on a tout un tas d'aspects liés aux textures, à la lumière, etc., qui font que c'est quand même plus sympa de jouer avec l'image de droite qu'avec l'image de gauche. Que se passe-t-il? Ouais, d'accord. Alors après, donc, il faut imaginer le mouvement. Donc là aussi, c'est finalement pareil. On n'a pas les équations de la mécanique des fluides pour décrire le mouvement d'un personnage. Alors là, ça a posé problème aux gens qui faisaient des jeux vidéo quand même. Parce que ça, typiquement, c'est les jeux vidéo des années 90-95. Où les mouvements étaient quand même un peu saccadés, etc. Pourquoi? Parce qu'on essayait de prévoir une trajectoire. Donc on mettait des équations un peu raisonnables de mécanique, mais bon, comme il faut faire un jeu vidéo, il faut faire du temps réel, donc on ne peut pas se permettre, et il ne faut pas que ça coûte cher du tout, il faut que ça aille très très vite, plus vite que l'œil humain. Donc du coup, forcément, les mathématiques qui sont derrière, les modèles mathématiques qui sont derrière sont forcément très très simples. Et donc c'était juste des petits calculs de trajectoire, donc il fallait définir une trajectoire, on définissait comme on pouvait avec pas grand chose, et puis forcément on aboutissait à des choses assez saccadées. Jusqu'à ce que la puissance de calcul augmente et qu'on puisse se permettre d'autres choses. Et donc, de nos jours, c'est plutôt fait par ce qu'on appelle de la motion capture, donc de la capture de mouvement. Et en fait, alors là, c'est pour le film Avatar, par exemple, au milieu. Finalement, les mouvements des personnages, ils ne sont pas du tout calculés, ils sont simplement adaptés à partir de mouvements captés sur des vrais comédiens.
Donc on va prendre des comédiens ou des artistes s'il s'agit de faire de la danse, ou des gens qui font, je ne sais pas, du judo ou autre chose, s'il y a une bataille. On va en fait leur mettre des costumes qui sont bardés de capteurs, les mettre dans une zone où il y a en général tout un paquet de caméras stéréoscopiques, et on va enregistrer tous les déplacements de chaque capteur. Et après, la seule chose, ça va être de transposer le mouvement des capteurs aux personnages que les artistes auront dessinés, qui seront les personnages du jeu vidéo ou du film. Et donc, il faut juste faire une relation entre le vrai personnage physique et puis son avatar, justement, numérique. Donc pour savoir où le capteur qui est là, etc., celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là, etc., où il va se transposer sur le personnage du jeu vidéo ou du film. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est typiquement des scènes pour lesquelles on a en parallèle le rendu dans le jeu vidéo, voilà, et le personnage l'acteur, le comédien ou le sportif ou le danseur qui va faire son action. Voilà. Et donc ces séquences-là ensuite sont réutilisées de façon systématique pour les personnages dans les jeux ou dans les films. Et puis un truc qui est très spécifique après, puisque l'exposition elle est sur l'océan dans les jeux vidéo, un truc qui est très spécifique pour ces jeux vidéo où il y a un océan, c'est de faire bouger l'océan. Alors voilà comment bougeait l'océan en 1992 dans les jeux vidéo. Voilà comment il bouge en 2020. Donc c'est quand même mieux. Comment ça marche? Alors là aussi, il nous faut des équations en fait. Donc on en revient toujours au même principe, des équations qu'on va approximer. Alors, j'ai discuté de ça il y a pas longtemps, justement, parce que là non plus, je parle de tas de choses que je ne connais pas, donc du coup, je suis allé discuter. On a la chance à Grenoble d'avoir des spécialistes, justement, de l'image, et donc des chercheurs à l'INRIA qui, justement, ont travaillé sur ces aspects-là, et sont un peu des leaders mondiaux sur ces trucs-là, donc je vais discuter avec eux pour qu'ils me remettent à jour. Et donc, en fait, lorsqu'on veut représenter de la houle ou un mouvement à la surface de l'océan, on va dire, en fait, on se base sur un très très vieux modèle, qui est le modèle de Gerstner, le baron, je ne me rappelle plus son petit nom, von Gerstner, qui date d'il y a 2 siècles. Donc, c'était une description de la houle de surface dans un fluide incompressible, obtenu à partir des équations de Euler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Euler, on l'a vu tout à l'heure, tout à fait à gauche. Là, c'était le plus ancien, le précurseur de la dynamique des fluides, celui qui a sorti les équations de base les plus simples. Et en fait, à partir de ce modèle-là, on peut sortir un modèle de houle qui décrit ici, vous voyez, si la houle se propage dans la direction de la gauche vers la droite, il décrit le mouvement de chaque particule fluide. Donc là, une particule fluide, c'est un petit point noir, et la trajectoire d'une particule fluide, vous voyez, ça fait des cercles en fait dans son modèle. Ça fait un cercle à peu près sur place. Donc l'eau monte et descend, pendant ce temps la particule fluide elle revient en arrière, elle avance, etc. Donc c'est vraiment une onde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement à proprement parler de la masse, par contre c'est le mouvement global qui se propage, c'est l'information qui se propage, mais la masse elle reste globalement sur place, chaque particule d'eau reste globalement sur place, en décrivant des cercles comme ça. Et Gerstner a décrit ça de façon analytique, de façon très simple, avec des sinus et des cosinus. La position en fonction du temps, la position de l'élévation de l'eau. Et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'on a des observations du vent, de la façon dont l'océan répond au vent, les physiciens ont travaillé. Ils ont su mettre en évidence ce qu'on appelle un spectre d'énergie, c'est-à-dire le fait que quand il y a tel type de vent, eh bien, ça va surtout activer des ondes à telle fréquence ou dans une gamme de fréquences. Et donc, en utilisant le modèle de Gerstner qui est là, qui est très simple, donc qui se calcule très très vite, en plus c'est des sinus et des cosinus, donc on peut les calculer par des méthodes de calcul extrêmement rapides qu'on appelle des phases Fourier transform, ça va très très vite sur un ordinateur. On va en superposer tout un paquet parce qu'en fonction du vent, eh bien, on sait que c'est plutôt ce paquet d'ondes dans cette gamme de fréquences-là qui va être activé. On va en activer 20 ou 30 comme ça qu'on va superposer les unes aux autres et on va avoir une représentation de ce qui peut se passer. Alors, voilà ce que ça va donner. Donc là, vous avez votre ciel, vous avez l'océan en dessous. Pour le moment, on n'a rien mis. On va juste se contenter de calculer la hauteur à un instant donné grâce à ce modèle de Gerstner.
Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, en fait, j'ai simplement un maillage régulier, donc juste un point, des points régulièrement espacés dans l'océan, avec bien sûr une déformation qui est liée à l'endroit où se positionne le joueur ou la caméra. Et puis, on va juste déformer vers le haut ou vers le bas en fonction de l'altitude du point, hein, en fonction de la houle à cet instant. Donc, ce qui donne cette impression de forme là. Et puis là c'est moche, donc on va colorier un peu tout ça, et c'est là qu'il y a vraiment un gros travail de fait sur la lumière. Alors là on colorie en rajoutant donc la lumière émise depuis la mer, c'est-à-dire qu'il y a la lumière réfractée, puisqu'il y a une partie de la lumière solaire qui rentre dans l'océan et qui petit à petit va ressortir par réfraction. Bon, on ne voit pas grand-chose, alors là je pense que ça aide pas, mais voilà, mais ça va être mieux juste après. Donc là, c'est la première source de lumière. La deuxième source, c'est le fait que le ciel se réfléchit. Et le modèle de Gerstner, comme il nous a donné, en fait, vous avez vu, on a relié tous les points qu'on a calculés, on les a reliés par des facettes. Donc ça fait des petits triangles, si vous vous souvenez. Donc chaque petit triangle, on en connaît sa normale, la direction perpendiculaire. Et donc, on sait ce qu'il réfléchit, ce qu'il ne réfléchit pas, et comment la lumière arrive là-dessus. Et donc, ça permet de calculer l'intensité lumineuse qui va arriver à chaque endroit. On va rajouter, là on n'a pas mis de soleil, on va mettre un peu de soleil, donc avec du coup une source directionnelle, puisque là, elle arrive de cet endroit-là. Et puis là c'est presque fini, et en général ce qu'ils font, c'est que, si vous vous souvenez aussi du modèle de Gerstner que je vous ai montré juste avant, c'est pas des sinusoïdes, hein, ce qu'on obtient, vous voyez, c'est pas du tout symétrique en fait, c'est des trucs qui ont tendance à être un peu pointus là au sommet, c'est ce qu'on appelle des trochoïdes. Et du coup, quand on est au sommet, en général, ça a tendance à se casser, c'est l'écume. Et donc, on va colorier en blanc simplement le haut des trochoïdes pour faire l'écume. Et voilà ce qu'on obtient avec ce genre de manipulation. Mais vous voyez, c'est exactement les mêmes principes. J'ai un maillage, j'ai un système d'équations. Je vais résoudre mon système d'équations de façon plus ou moins approchée. Là, il est très simple, donc ça va, on y arrive, même quasiment de façon exacte sur le maillage. Et puis c'est tout, quoi. Et puis ça donne donc des choses comme ça. Donc là c'est vraiment, donc ça c'est pas un vrai océan, hein, c'est un faux. Donc vous allez voir, on va voir apparaître une souris, voilà, on va déplacer le soleil là pour voir ce qui se passe. Hop. Ouais, c'est pratique. Ouais. Voilà, on va pas tout regarder parce qu'elle est un peu longue, mais je vais juste le laisser quelques secondes pour qu'on arrive à un autre moment là juste après, vous allez voir, où on verra l'influence de la réflexion du ciel. Évidemment, là aussi, tout l'art des gens qui font ça, c'est de faire ça en temps réel, donc en fait, de déterminer le bon niveau de détail à calculer. Ils ne calculent rien d'inutile dans ces trucs-là. Donc, ils sont sans arrêt en train de recalculer les calculs, de redéfinir les calculs exactement nécessaires, etc. Et voilà, et là, c'est assez rigolo, je trouve, la réflexion du ciel, vous allez voir, voilà, lever du soleil. Toc, là on est sur un joli ciel bleu avec quelques nuages, et puis on va passer sur un ciel beaucoup plus encombré. Et vous allez voir, j'espère que c'est pas trop gênant ici, ouais, on voit quand même assez bien la différence, vous voyez, la réflexion. Bon, etc., etc. Voilà. Et pour la petite histoire, cette technique de simulation, donc là quand même relativement perfectionnée, a été utilisée pour la première fois pour Titanic. Et à l'époque, il n'était absolument pas question de jeux vidéo parce que, donc c'est ce que j'ai indiqué en dessous, il fallait plusieurs heures de calcul pour chaque image. Donc impossible de faire ça en temps réel. Et maintenant, donc c'est de l'ordre du centième de seconde, donc c'est totalement transparent dans un jeu vidéo. Centième de seconde sur un smartphone, hein, évidemment. Voilà. Bon, allez, je reviens à notre prédiction océano, météo, etc. Surveillez l'heure quand même. Donc, où est-ce qu'on en est ? On est très content puisqu'on est capable de résoudre de façon approchée les équations de la mécanique des fluides qui sont censées représenter l'atmosphère, l'océan. Voilà. Alors à ce stade, c'est bien, ça va nous servir par exemple à faire des études physiques. Notre modèle, on peut le faire tourner, jouer avec, faire des statistiques, regarder des comportements, imaginer des choses. Typiquement, c'est l'ingénierie littorale finalement dont je parlais tout à l'heure, ou l'aménagement littoral, ce genre de trucs qu'on peut faire avec ça.
Là, j'ai mis à gauche un article de 1975 de Bill Holland, qui était un collègue de Christian américain. Et ça, c'est un article en fait, qui est très très connu dans le monde des océanographes, parce que dans cet article, par simulation numérique, donc un océan, la modélisation d'un océan à l'époque c'était ça, vous voyez, c'était une boîte carrée dans laquelle on faisait tourner les tourbillons. Donc le truc au milieu, c'est censé être le Gulf Stream typiquement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a plein de tourbillons qui se forment naturellement à certaines échelles. Et c'est pas un fatras de tourbillons de partout, mais en fait, cet article a prouvé en quelque sorte de façon numérique qu'il y avait de façon naturelle des tourbillons d'une certaine échelle. Donc là, on est à 100-200 km dans l'océan, de diamètre dans l'océan, chose qui à l'époque n'avait pas été observée parce qu'on n'avait pas encore les satellites. Et ça a été observé juste après, dans les années qui ont suivi, on a lancé des satellites et là on a été réellement capable de confirmer ça et que c'était réellement présent à plein d'échelles différentes, etc., partout dans le monde. Mais l'outil numérique a servi, disons, et peut servir donc à prévoir des comportements qui ne sont pas forcément facilement observables, ou faire des statistiques, comme ici, vous voyez, je vous ai montré ce que c'est qu'une simulation, faire des statistiques sur un truc très, très turbulent pour voir comment en moyenne ça se comporte. Voilà. C'est très bien, mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire des prévisions. Alors, voilà. Parce que pour faire des prévisions, il faut savoir de quoi on part. C'est-à-dire que pour prévoir le temps qu'il va faire demain, il faut que je sois capable de décrire le temps qu'il fait maintenant. Et ça, c'est un gros problème. Donc il me faut des observations. Et c'est un gros problème. Pourquoi ? Eh bien, on va retrouver un autre personnage, là, on va retrouver Lorentz. C'est un gros problème. Pourquoi ? Parce que vous avez entendu parler de fameux effet papillon, évidemment. C'est une autre façon de dire que l'océan, l'atmosphère, ce sont des systèmes dont la trajectoire peut être très modifiée si vous modifiez un tout petit peu sa condition initiale, le point de départ. Donc traduit en langage courant, ça veut dire que si je ne suis pas capable de décrire correctement l'état de l'atmosphère maintenant, j'ai très peu de chances de prévoir correctement l'état de l'atmosphère demain. Parce que des imprécisions sur l'état actuel peuvent entraîner des petites imprécisions sur l'état actuel peuvent entraîner de grosses imprécisions sur l'état qui est prévu pour demain. Alors Lorentz, il avait un peu le même profil que Richardson en fait. C'était quelqu'un qui avait une double culture physique et mathématique, et puis qui donc a travaillé au MIT aux États-Unis et sur les écoulements atmosphériques. Et il avait, lui, choisi vraiment de simplifier au maximum les choses et vraiment d'avoir une approche très mateuse finalement des choses. On appelle l'approche des systèmes dynamiques, un système qui évolue en fonction du temps. Les bases de la théorie des systèmes dynamiques avaient été mises au point par Poincaré au siècle précédent, fin du 19e. Et Lorentz a travaillé sur ce petit truc au milieu, là, trois équations différentielles. Vous voyez, encore une fois, on a des dérivées. Donc ça, c'est censé représenter la convection de Rayleigh-Bénard. Donc vous avez des cellules convectives comme ça. Donc voilà, vous chauffez, ça monte, ça redescend sur les côtés. C'est censé représenter ça. Avec évidemment des variables x, y et t qui représentent des quantités physiques un petit peu intégrées, un petit peu compliquées. Et là encore, on a donc il n'est pas méchant ce système. Lorentz avait un ordinateur, lui, puisqu'il a travaillé à la fin des années 50, début des années 60 sur ces choses-là. Donc il commençait à y avoir des ordinateurs. Donc il a été capable de résoudre ces équations-là de façon approchée. Et puis donc il étudiait ce système dynamique, il regardait à quoi ça ressemblait, voilà, les solutions. Et puis un jour, il a perdu la trace de ce qu'il avait fait comme calcul la veille ou l'avant-veille. Il était embêté, c'est pas grave, tant pis. On va refaire tourner l'ordinateur, donc il refait ses calculs, et il trouve quelque chose de très différent. Et alors là, il ne comprend pas. Il insiste un peu, il ne comprend toujours pas, jusqu'au moment où il a compris que c'est simplement sa condition initiale qu'il n'avait pas donnée avec la même précision
Par flemme, il s'était arrêté à 2 chiffres après la virgule, alors que la première fois, il avait mis 4 chiffres après la virgule, par exemple. Donc c'était uniquement ça qui l'avait amené à une solution totalement différente. Et il a découvert comme ceci donc le caractère intrinsèquement chaotique de ce système, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, une différence infime initiale peut amener une trajectoire très différente à la fin, au bout d'un certain temps. Alors, évidemment, après, il a beaucoup creusé, il a théorisé ces choses-là. C'est devenu l'effet papillon en 1972, quand il a été invité dans une conférence. À l'époque, il n'y avait pas de mail, le téléphone, c'était un peu une aventure encore. Et évidemment, il n'avait pas envoyé le titre de son exposé à l'avance aux organisateurs qui l'avaient invité. Donc un organisateur qui, lui, avait le sens de la com et qui savait pourquoi il l'avait invité, c'était pour parler justement de ce système, dont il avait déjà vu les travaux de Lorentz, a imaginé ce titre, justement, est-ce que le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut déclencher une tornade au Texas? Donc et c'est devenu l'effet papillon. Donc c'est absolument pas Lorentz qui a inventé ça, c'est vraiment un bon communicant, organisateur de conf. Et alors, si vous représentez en 3D la position x, y, z en fonction du temps dans le système de Lorentz, vous retrouvez en plus, vous voyez, 2 ailes de papillon. Donc ça fait une double. C'est assez joli quand même. Donc voilà ce que ça donne. Hop, pardon. Je reprenne ma souris, elle est là. Voilà ce que ça donne. Vous prenez ici deux. Voilà. Il y a un faux contact. 2 états de l'atmosphère extrêmement proches, donc 2 positions très très proches de la condition initiale, la verte et la bleue, et vous les laissez évoluer. Au début, il ne se passe rien, évidemment, elles sont très proches, et puis c'est un système chaotique, et le chaos, il va se faire sentir à un moment, vous voyez, où ça va totalement diverger, donc voilà, pendant un certain temps, ça va bien, ça commence à s'écarter un petit peu, voilà. Et là, tout à coup, il y en a une qui va prendre une direction et l'autre qui va carrément prendre l'autre. Voilà, ça se sépare un peu, et puis là, c'est parti, maintenant c'est devenu autre chose. Pouf, voilà. Vous voyez, elles peuvent carrément être sur des orbites différentes, etc. etc. Donc c'est ça le principe des systèmes chaotiques. Alors ça, c'est ce qu'on retient. En fait, c'est beaucoup plus riche que ça, hein, la théorie du système dynamique. En fait, l'information importante, elle n'est pas réellement là. L'information importante, d'un point de vue mathématique, c'est ce qu'avait montré Henri Poincaré, c'est le fait qu'à l'intérieur de ces systèmes dynamiques, vous avez des choses qui sont extrêmement stables, justement, et notamment pour, par exemple, l'atmosphère ou l'océan, vous avez... on peut démontrer que ce qui se passe, quand vous regardez l'atmosphère qui est là, ce sont de simples perturbations autour d'un principe qui est extrêmement solide, qui est extrêmement stable, qui est ce qu'on appelle l'équilibre géostrophique, un équilibre entre le gradient de pression et la force de Coriolis, ce qui correspond aux 2 ailes du papillon. Vous voyez, notre système dynamique, il a 3 variables, il pourrait se promener n'importe où dans l'espace 3D, et en fait non, il passe son temps à être sur les 2 ailes de cette espèce de papillon. Il ne peut pas du tout aller où il veut. Et ça, il y a un attracteur à ce système dynamique. Cet attracteur, c'est pas une droite, c'est pas une courbe, c'est un truc bizarre, ce qu'on appelle une variété, parce qu'on ne savait pas trop comment l'appeler en maths, alors on appelle ça une variété. Et c'est ça, en fait, les résultats solides mathématiquement de la théorie du système dynamique. Donc il y a ça aussi dans l'atmosphère, il y a ça dans l'océan, c'est chaotique. Donc ça nous met une sacrée pression pour bien décrire l'état actuel de l'atmosphère si on veut faire une prévision. Alors pour faire ça, on va mettre en œuvre tout ce qu'on peut. Donc on va utiliser notre modèle numérique, toutes les sources d'informations à notre disposition, notre modèle numérique, un maximum d'observations disponibles récentes. Et puis si en plus on a des statistiques, par exemple, sur ce qui se passe en général, des choses comme ça, on va les utiliser. Et faire ça, c'est ce qu'on appelle faire de l'assimilation de données. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche, mais en fait vous connaissez déjà, vous en avez déjà fait. Vous en avez déjà fait lorsque vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes et que vous n'allumez pas la lumière pour ne pas réveiller les gens qui sont dans la maison ou dans l'appartement. Alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous y allez, plus ou moins réveillé, et puis si à un moment vous vous écrasez les orteils contre une plainte, c'est que, alors déjà vous essayez de ne pas hurler, et puis vous modifiez un petit peu votre trajectoire.
Et au moment où vous écrasez l'orteil sur une plainte, c'est que vous avez pris une observation. Vous avez une observation du monde réel. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête, quand vous vous levez, vous avez un modèle de votre maison ou de votre appartement. Vous suivez une trajectoire qui correspond à ce modèle-là. Le modèle est imparfait, d'où l'écrasement des orteils sur une plainte, ce qui vous fournit une observation qui vous dit « Ah, le monde réel n'est pas tout à fait comme l'a prévu mon modèle, donc je vais me rapprocher un peu du monde réel, la porte elle est plutôt par ici. » Hop, et je fais ça et je continue. Donc c'est exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire qu'en fonction du temps, votre modèle en vert va vous prédire une trajectoire. À un moment, vous aurez une observation qui correspond à l'étoile qui est bleue, et par un procédé mathématique plus ou moins sophistiqué, vous allez trouver un bon compromis entre les deux. Pourquoi un compromis? Parce que l'observation elle n'est pas parfaite non plus. Alors si pour la plainte elle est parfaite, mais dans la vraie vie, quand vous mesurez une pression, une température, c'est pas forcément exactement au bon endroit. L'appareil de mesure peut avoir un problème. Enfin, si vous avez 10 000 observations, elles ne sont pas toutes compatibles les unes avec les autres. Il y a quelques erreurs par-ci par-là. Voilà. Donc il faut quand même trouver un bon compromis. Et une fois que vous avez fait ce compromis, vous redémarrez votre modèle. C'est-à-dire que vous considérez que votre compromis finalement est capable, est une représentation acceptable de l'état, et vous redémarrez, etc., jusqu'à la prochaine observation. Et c'est exactement ce que fait Météo France tous les jours, ce que font tous les centres de prévision tous les jours. Ils récoltent toutes les observations depuis 24 heures ou 48 heures. Ils les utilisent en fait on utilise ça pour caler l'état de l'atmosphère il y a par exemple 24 heures ou 48 heures. Donc on va caler notre modèle pour que lorsqu'on fait tourner notre modèle pendant 24 ou 48 heures, on soit le plus proche possible de toutes les observations qui sont disponibles sur cette période. En jouant en général sur l'état initial, donc l'état il y a 24 heures. Quand vous avez fait ça, vous arrivez à l'instant présent et vous considérez qu'à l'instant présent, du coup, vous avez quand même une bonne représentation de ce qui se passe et vous laissez tourner votre modèle et il vous fait de la prévision sur la suite. Donc mathématiquement, c'est des choses qui sont assez compliquées, qui sont des techniques, ce qu'on appelle des techniques de contrôle, qu'on peut avoir soit par des visions d'optimisation, soit par des visions statistiques. Bon, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Ce qui est assez amusant, en fait, c'est des techniques qui au départ étaient développées pour le spatial. Là encore, c'est marrant comme on est imaginatif quand il y a des guerres. Ça s'est beaucoup développé pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour lancer les V2 et tout ce genre de choses, les missiles. Donc c'était Pontryagin côté russe, Kalman côté américain, qui ont beaucoup développé ça, et pendant la guerre froide ensuite, il y a eu une effervescence terrible sur ces techniques de contrôle optimal. Donc ça a servi aussi à lancer les fusées dans l'espace, ce qui est un truc hallucinant. Quand on y repense maintenant, je dirais, le travail d'ingénieur qui était fait à cette époque avec des moyens de calcul ridicules, qui étaient 1000 fois moins puissants que vos smartphones ou que cet ordinateur-là, c'était extraordinaire. Et ça a été repris donc ensuite pour des applications de type justement météorologie. Donc les gens qui ont eu l'intuition de ça, c'est Jacques Louis-Lyons, qui était un très très grand mathématicien français, qui a vraiment développé les mathématiques appliquées en France dans les années 70-80, et un collègue en fait, François-Xavier Ledimet, qui était un très bon collègue chez nous à Grenoble, qui est décédé malheureusement l'an dernier, qui a eu l'intuition qu'on pouvait utiliser ces méthodes-là pour la météo. Et alors évidemment, au début, personne n'y croyait, et puis 20 ans après, c'était opérationnel dans tous les centres de calcul. Alors, on continue, on est parti des fusées spatiales, le lancement de fusées avec ces techniques-là, on est passé par la météo, maintenant ça se diffuse dans absolument tous les domaines. Ces techniques de contrôle optimal et de filtrage, ce qu'on appelle du filtrage stochastique, enfin en gros d'assimilation de données. Utiliser à la fois un modèle et des données pour représenter mieux la réalité et du coup être capable de la prévoir. Et une des grandes applications en ce moment, c'est par exemple dans le domaine de la santé, où on a développé des modèles numériques du corps humain ou des différents organes du corps humain. Et ce qui se passe de plus en plus, c'est qu'on va arriver à de la chirurgie numérique maintenant. Chirurgie assistée par ordinateur, on va dire. C'est-à-dire que avant que Monsieur Dubois se fasse opérer à cœur ouvert la semaine prochaine, eh bien, on va lui faire tout un tas d'examens
ce qui vont permettre d'acquérir tout un tas de données sur son cœur à lui. On va faire de l'assimilation de données pour caler justement le modèle numérique sur le cœur de M. Dubois. C'est-à-dire que les équations un peu génériques qu'il y avait dans pour décrire dans ce modèle, pour décrire ce que c'est qu'un cœur et comment ça fonctionne, on va régler bien les paramètres pour qu'ils correspondent à ceux du cœur de M. Dubois. Et on va envoyer ça au chirurgien, ce qui va lui permettre de s'entraîner. Éventuellement même avec carrément des instruments, avec ce qu'on appelle un retour haptique, donc il va sentir la résistance des tissus, il va sentir tout ça parce que ça aura été mesuré auparavant. Et du coup, il peut se permettre de se tromper 3 ou 4 fois avant de trouver la bonne façon de faire, la meilleure façon de faire. Et là, on retrouve totalement, là aussi, les jeux vidéo avec réalité virtuelle, retour haptique, etc. C'est exactement les mêmes techniques. Et donc, encore une fois, simplement, le calage sur la vraie vie, sur Monsieur Dubois, sur la vraie atmosphère, ça se fait via des techniques d'assimilation de données qui vont nous trouver le compromis idéal, optimal, entre ce que nous disent les équations et ce que nous disent les mesures. Ben voilà, j'ai presque fini. On a quasiment notre système de prévision là. On a un modèle numérique, on a une méthode pour l'initialiser, donc on sait le faire démarrer, donc on sait faire la prévision, donc on est content. On est très content, et puis non, pas tout à fait, parce qu'il y a toujours un fâcheux qui vient vous dire, bon c'est bien joli votre prévision, mais est-ce qu'elle est fiable? Alors, c'est vrai, Absolu, il n'a pas tort. Je peux vous dire que, à mon avis, demain, il fera moins 40. Si je ne vous dis pas que ma marge d'erreur est de 60 degrés, j'ai pas faux. Donc tant que je ne précise pas quelle est la précision de ma prévision, effectivement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc être capable de mettre une barre d'erreur, un ordre de précision sur une prévision, c'est absolument fondamental. C'est comme on en a parlé avec les sondages, par exemple, récemment. Tant qu'on ne vous met pas de barre d'erreur, ça ne veut pas dire grand-chose, un sondage. Alors, pour faire face à cette notion-là, essayer de donner une réponse à cette notion de prévision, on va se lancer dans des prévisions probabilistes. Donc, c'est ce qu'a fait Météo France depuis, je sais pas, 15 ans maintenant à peu près, je dirais. Où, si vous regardiez, je pense, elle date un petit peu, ça a dû changer un petit peu maintenant le visuel sur le site de Météo France, mais il y avait un indice de confiance de 1 à 5, il faut fouiller un peu maintenant pour le trouver. Donc en gros, un indice de confiance de 5, c'est bon, demain il fera comme aujourd'hui, il va faire beau et ça va être sympa. Indice de confiance de 1, c'est... Franchement, je ne sais pas. C'est la même chose que lorsqu'on fait de la prévision, par exemple, de cyclones tropicaux. On ne va pas prévoir la trajectoire du cyclone, on va prévoir une enveloppe de trajectoire. On va dire, grosso modo, voilà, le cyclone il va se trouver dans la zone verte au fur et à mesure de son évolution dans les jours qui viennent. Et c'est ce qu'on fait évidemment dans les prévisions du GIEC, dans les synthèses du GIEC, pardon, où on va prendre les projections climatiques qui sont faites par plein de modèles partout dans le monde, qui ont été faites par différents centres de recherche, et on va les agréger, et ça va nous donner non pas une trajectoire moyenne, même si on parle toujours du plus 2 degrés ou du plus 2,5, voilà, mais plutôt une enveloppe de possibles. Alors, comment ça marche? Eh ben, ça marche forcément avec la notion d'aléa. Donc, en fait, ça va marcher avec la façon dont c'est indiqué là-haut sur mon petit dessin à droite. C'est-à-dire que si votre état de l'atmosphère maintenant, vous pensez l'avoir décrit, vous savez qu'il reste quand même dedans une certaine incertitude. Et donc, plutôt que de prendre un point qui sera l'état de l'atmosphère maintenant, on va prendre plusieurs états de l'atmosphère possibles dans la mesure des incertitudes que j'ai sur l'état présent. Je sais que voilà, ma température, ma pression, ma vitesse, etc., elles ont un ordre de précision de quelques pourcents. Et ben, je vais m'autoriser à faire varier un peu ces différentes valeurs et à faire non pas une seule prévision, mais un certain nombre de prévisions. Alors Météo France, je crois que c'est 50 actuellement, chaque jour. Une cinquantaine de prévisions à partir desquelles on va faire les cartes météo. Alors un bon exemple pour ça, c'est la tempête Lothar. Ceux qui ont plus de 23 ans
donc plus de 25 on va dire, s'en souviennent peut-être. C'était la fameuse tempête de 99 qui avait dévasté toute la partie nord de la France. Donc voilà une forêt juste après le passage de l'Otard en décembre 99. Et Météo France ne l'avait pas vraiment prévu. Donc Météo France s'est fait taper sur les doigts. Et en fait, du coup, ils ont rejoué ça après. Enfin, Météo France, aucun centre, le centre européen non plus n'avait pas prévu, etc. Donc en fait, ils ont rejoué cet événement météorologique quelques années après. Et simplement en faisant non pas une seule prévision comme on faisait à l'époque pour simplement des questions de moyens de calcul disponibles, mais du coup en faisant une cinquantaine. Et ce que vous voyez là, donc c'est une carte de pression. Tout en haut à gauche, vous avez Deterministic Prediction, c'était ce qui avait été prévu par les centres de météo à l'époque. Juste à côté, vérification, c'est ce qui s'était réellement passé, donc c'était une dépression beaucoup plus creusée, beaucoup plus forte. Et lorsqu'on faisait en fait 50 prévisions en s'autorisant des petites différences dans la situation initiale, donc dans l'état de l'atmosphère la veille pour prévoir ce qui allait se passer le lendemain ou le surlendemain, et bien vous voyez, on obtenait 50 prévisions, parmi lesquelles vous en avez tout un paquet qui prévoit effectivement une tempête extrêmement forte. Donc c'était juste un problème j'ai pas exploré l'ensemble des possibles, et du coup, voilà, j'ai fait un choix déterministe, mais finalement j'avais tout un ensemble de possibles, et la probabilité d'obtenir une tempête était très très loin d'être négligeable. Donc ça, c'est des choses qu'on fait maintenant de façon systématique. Ça paraît simple comme ça, sauf que si vous vous souvenez des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, l'état de l'atmosphère, c'est 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de variables pour le décrire. Vous pouvez vous permettre 50 simulations. Comment vous allez choisir les perturbations que vous allez faire dans votre... en gros, comment je perturbe de façon différente 3 milliards de variables, et je le fais 50 fois. Quel est le meilleur choix possible? Comment je vais utiliser au mieux mes ressources de calcul pour explorer au mieux, à partir de mes 50 simulations, l'ensemble des possibles, sachant que dit mathématiquement, je suis dans un espace de dimension 3 milliards. Donc c'est pas très simple. Alors, il y a plein de théories statistiques, théories de systèmes dynamiques là aussi, etc., qui servent à justement argumenter pour prendre des états initiaux qui, a priori, vont nous donner un maximum d'informations sur l'ensemble des résultats possibles. Voilà, donc là on a à peu près terminé, on a fait nos 3 paliers finalement, on a construit un modèle numérique, on a réussi à l'initialiser, donc à faire des prévisions, et ces prévisions on est capable de mettre une barre d'erreur dessus, et puis voilà, et puis donc après l'aventure continue, c'est-à-dire que tous les centres de recherche partout dans le monde passent leur temps à essayer d'améliorer ces outils-là, mais toujours en se basant sur ce squelette de ces 3 étapes. Voilà, et si jamais donc ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a plein de sites qui racontent des tas de choses là-dessus, donc il y a notamment 3 sites qui sont très bien, Drias Climat pour le changement climatique, le site de Météo France et le site du GIEC, donc ipcc.ch, si vous voulez des informations sur tous ces aspects-là. Je vous conseille quand même plutôt les sites officiels gouvernementaux ou d'organismes gouvernementaux, parce que dès qu'on parle de climat, il y a aussi pas mal de choses un peu bizarroïdes qui circulent et qui sont souvent assez fausses. Voilà, je vous remercie.